L'économie, on en fait l'une de nos priorités sur SICA. Mesdames, Messieurs, merci de prendre une fois encore le rendez-vous de l'actualité économique sur le continent et ailleurs. Voici tout de suite le sommaire. Les Comores qui traversent une grave crise énergétique veulent compter sur le potentiel géothermique du volcan Karthala pour pouvoir répondre à la demande en énergie des Comoriens. Le ministre gabonais de l'énergie, Régis Imongo, estime que le franc CFA a constitué un élément de stabilité économique dans les 15 pays d'Afrique qui l'utilisent. On en parle dans cette édition. Et puis au Cameroun, les éleveurs de porc traversent une mauvaise période. Le prix dans les marchés de Douala est en baisse de près de 30% suite à la découverte dans la zone de Bikoko du bacille du rouget. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Les Comores traversent une grave crise énergétique. Une crise qui paralyse l'économie déjà essoufflée de cet archipel au fort potentiel géothermique et aux explorations d'hydrocarbures prometteuses. Désormais, les autorités du pays veulent compter sur l'exploitation du potentiel géothermique du volcan Karthala pour pouvoir répondre à la demande en énergie des Comores. Reportage. Ces fumerolles pourraient être l'avenir énergétique des Comores. À 2300 mètres d'altitude, ces chercheurs veulent exploiter le potentiel géothermique du volcan Karthala. Si les fonds sont rassemblés, une usine pourrait être opérationnelle d'ici 2022. Nous comptons installer une usine avec une puissance initiale de 10 mégas, puis monter à 20 mégas et progressivement jusqu'à et suivre aussi la demande. Cet archipel de l'océan Indien fait face à une crise énergétique énorme. Les coupures d'électricité durent de nombreuses heures dans la capitale. Faute de groupe électrogène suffisant, cet hôpital doit se passer de climatisation dans le service chirurgie et couper complètement le courant de certains services non essentiels. Les petits commerces, comme cette boulangerie, ont du mal à survivre. Il est impossible de passer une journée sans qu'on perde des pains à cause des coupures d'électricité. Le temps d'aller démarrer le groupe électrogène, il y a des pains qui se retrouvent gâchés. On demande à la société fournissant l'électricité de faire le nécessaire pour nous garantir du courant, car nous, les petites sociétés, on court à notre perte. Sur la principale île de l'archipel, seuls 6 des grands groupes électrogènes publics fonctionnent. La Banque africaine de développement est censée financer la révision de ces structures, mais rien n'est fait depuis des années. Le Comorien a besoin d'avoir de l'électricité maintenant, pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui même. Dans l'avenir, à court et moyen terme, il faudra envisager une production qui sera bien sûr garantie en totalité, mais pour l'instant et progressivement, il faut améliorer la production et le réseau. Les Comores tablent aussi sur les explorations d'hydrocarbures offshore. Et une centrale au fioul, très polluante, devrait être opérationnelle d'ici 2018. En attendant, l'économie du pays reste paralysée et plus d'un jeune sur 2 est au chômage. Le franc CFA a été un élément qui a renforcé la stabilité macroéconomique et monétaire de nos États. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est plutôt les propos du ministre gabonais de l'économie, Régis Imongo, qui estime que le franc CFA a encore de l'avenir. Selon lui, changer le franc CFA revient à faire un saut dans l'inconnu. Le franc CFA, nom donné à 2 monnaies distinctes utilisées en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, est lié à l'euro par un système de parité fixe. Ce lien fort avec l'euro est considéré par beaucoup comme un gage de stabilité, mais accusé par d'autres de freiner le développement d'une partie de l'Afrique et de lui faire perdre une part de sa souveraineté monétaire.
En ce mois de juin, au Cameroun, les affaires sont plutôt mauvaises pour les éleveurs du porc. Son prix dans les marchés de Douala a baissé de près de 30% suite à la découverte dans la région de Bikoko du bacille du rouget. Par mesure de prévention, les autorités camerounaises en charge de l'élevage et de la pêche ont décidé de renforcer les contrôles autour de la commercialisation du porc en provenance de cette région du littoral. Les images. La filière porcine du Cameroun, comme l'ensemble des filières d'élevage, souffre d'abord des prix trop bas payés aux éleveurs, tandis que les abattoirs soumis à une rude concurrence locale sont eux-mêmes fragiles. Des éleveurs excédés au bord de la faillite, des opérations commando contre les éleveurs amateurs de la filière de porc traversent une période houleuse. Le kilo de porc actuellement se vend à 1500 francs le kilo, alors qu'en temps normal, il devait se vendre à 2000 quelque chose francs le kilo. Cette chute de prix de porc est causée principalement par l'arrivée du rouget et quelquefois la peste porcine dans cette zone de la région du littoral Cameroun. Nous souffrons de ce qu'on appelle la peste porcine africaine. Et parfois, c'est le rouget. Actuellement, il y a une épidémie de rouget qui est en train de s'abattre sur la région de Bikoko, dans le littoral. Ce qui fait que la viande de porc se vend très mal. Les autorités camerounaises en charge de l'élevage ont décidé de renforcer les contrôles autour de la commercialisation du porc en provenance de la région du littoral en raison des épidémies porcines qui y subsistent. D'autres éleveurs, par contre, prennent déjà des mesures préventives. On désinfecte la ferme chaque semaine pour le moment puisque l'épidémie de rouget est en cours. Mais habituellement, quand c'est calme, c'est tous les mois que nous désinfectons toute la ferme entièrement. Pour les vendeurs du Carrefour de Koti, ici à Douala au Cameroun, les affaires ne sont pas bonnes. Certains affirment que le mois de juin est généralement celui de la hausse de la demande dans les marchés de Douala. Hors du continent africain, la Banque centrale du Brésil a un nouveau président. Il s'agit de Ilan Goldfage. L'homme a pris fonction après son investiture la semaine dernière. C'était en présence du ministre brésilien des Finances. Suivons ici un extrait des propos des deux personnalités. Notre mission est de chercher une inflation basse et stable. De cette manière, en maintenant une inflation basse, nous contribuerons à la récupération d'une croissance économique durable qui est très nécessaire en ce moment pour le progrès social du Brésil. Pour rescaper l'économie du Brésil, nous avons besoin d'une gestion compétente, responsable et prévisible. C'est la seule manière de stimuler les investissements et la croissance. Nous sommes en train de vivre une crise grave. Nous traversons probablement la pire récession de notre histoire, mais je suis sûr qu'avec concentration, détermination et la mise en place de mesures adéquates, nous construirons un environnement économique favorable à la création d'emplois et de revenus pour tous les Brésiliens. Nous sommes mardi et tous les mardis, il est question de la bourse dans le journal de l'économie sur SICA. Aujourd'hui, il sera question de la procédure d'investissement en bourse et ce sera avec Flavien Aïdinou que nous retrouvons juste après la virgule. Flavien Aïdinou, merci d'être une fois encore présent sur ce plateau du journal de l'économie. Et ce matin, nous parlons de la bourse, précisément de la procédure d'investissement en bourse. Et nous savons qu'au sein de l'UEMOA, il y a une bourse, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Alors, elle est fonctionnelle depuis 1998. Quelle est l'organisation du marché et les intervenants au niveau de cette bourse régionale ? Merci beaucoup, M. Crépy. D'abord, il faut dire que, effectivement, depuis 17 ans, la BRVM a été mise en place sur volonté politique parce qu'il y a eu un certain nombre de besoins que les banques n'arrivaient pas à satisfaire. Donc, du coup, il fallait mettre en place un marché financier. Et donc, les pays de l'UEMOA ont senti la nécessité de mettre en place un marché financier régional commun, qui est donc la BRVM. Et c'est organisé en deux pôles. Il y a le pôle public qui est composé donc du Conseil des ministres de l'UEMOA et ensuite
ensuite le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers qui est en fait l'organe de régulation et de contrôle du marché. Le pôle privé est composé donc essentiellement on va dire deux grandes parties. Il y a donc les structures donc du marché, il s'agit donc de la BRVM elle-même et du dépositaire central, la banque de règlement. Ces deux structures sont chargées donc de l'organisation du marché, donc des échanges sur le marché, mais aussi des règlements donc des espèces et des livraisons des titres. Alors à côté de ces structures centrales du marché, il y a les intervenants commerciaux qui sont donc des structures privées qui sont mises en place pour aider au fonctionnement correct de la BRVM. Mais je vais insister en fait sur une de ces structures privées, des intervenants commerciaux qui sont les sociétés de gestion et d'intermédiation, qui sont en fait le nœud important de tout investissement à la BRVM. Sans ces structures, personne ne peut aller investir son argent. Donc en fait, il s'agit de ces structures-là qu'on appelle les SGI, qui sont les intermédiaires entre les investisseurs et le marché d'une part, et donc les investisseurs sont obligés de passer par les SGI pour investir sur la BRVM. Alors, nous l'annoncions au début de cette discussion, procédure d'investissement en bourse. Je suis une personne physique ou morale, je veux investir ma réserve à la bourse. Comment je m'y prends ? Alors, première chose, il faut savoir que lorsqu'on parle d'investissement en bourse, il s'agit donc d'investir son épargne. Donc, on va dire une réserve dont on n'a pas besoin immédiatement. On n'investit pas son fonds de roulement à la BRVM, encore moins, et bien sûr, dont on a besoin. Parce que ça prend du temps. Ça prend du temps, ce dont on a besoin pour nourrir sa famille. Donc, il s'agit de l'épargne. Il faut qu'on s'entende très bien là-dessus, ou bien des réserves, lorsqu'on parle donc des entreprises. Alors, pour investir, vous avez la possibilité donc de vous adresser directement à une SGI de la place, ou bien faire appel à votre conseil en investissement qui, au regard donc d'un certain nombre d'éléments qu'il va analyser avec vous, va vous conduire maintenant vers une SGI qui sont les seuls autorisés à investir ou à faire donc des opérations directement au niveau donc de la BRVM. Donc c'est comme ça que le marché ouest-africain a été donc calibré, tout ceci pour mettre en place une sécurité, parce qu'il s'agit donc en fait de l'argent et donc on ne peut pas laisser ça à tout hasard. Donc il faut absolument passer par ces SGI pour pouvoir investir votre argent en lui donnant vos directives, vos conditionnalités et un ensemble donc d'orientation, quitte à cette société donc de faire le travail et de vous faire le compte rendu. Il y a plusieurs façons d'investir, il y a également plusieurs structures auprès desquelles on peut investir. Pourquoi préférer investir en bourse, à la BRVM par exemple? Pourquoi à la BRVM, pourquoi pas en banque, pourquoi pas dans l'immobilier par exemple? Alors vous touchez du doigt une problématique assez importante. Vous savez, en matière d'investissement, ce qui détermine en fait pourquoi on veut investir, c'est le rendement. Le rendement et après le délai de récupération de votre capital. Alors, lorsqu'on regarde ces deux exemples que vous venez donc de donner, lorsqu'on regarde dans l'immobilier, lorsque vous investissez, le délai de recouvrement de votre capital est très long. Est très long parce que l'immobilier, ça prend du temps pour que vous rentrez dans votre capital, vous dépensez beaucoup d'argent. Il y a les risques liés à cela. Les locataires peuvent ne pas payer le loyer à temps. Vous pouvez ne pas avoir de locataires. Il y a donc les charges, donc, on va dire, d'entretien du bâtiment. Un ensemble d'éléments qui ne vous permettent pas en fait de jouir correctement de votre investissement. Deuxième élément, il s'agit en fait des banques. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous investissez dans une banque en termes donc de compte, on va dire soit de compte épargne ou encore de DAT, vous avez maximum 4,5%. Alors, et même pour l'avoir, il faut miser un certain montant avant de pouvoir l'avoir. Et mieux, sur le revenu que vous allez avoir, il y a l'impôt qui est frappé, l'IRC, impôt sur le revenu des créances. Donc tout ceci ne vous donne pas un rendement assez consistant. Mais par contre, lorsque vous investissez en bourse, vous avez des rendements assez intéressants. Et vous n'avez pas, il n'y a pas un impôt qui est appliqué là-dessus. Vous voyez, par exemple, l'indice composite, l'indice BRVM composite a fait plus de 17% de rendement pour l'année 2015. Et si vous avez tout simplement répliqué cet indice-là sur votre portefeuille, vous faites 17%. Et donc, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas avoir aussi facilement lorsque vous allez investir dans l'immobilier ou bien à la banque, par exemple. À la banque. Mais il y a aussi que
investir en bourse, c'est s'offrir une opportunité de récupérer son argent quand on en a besoin, parce qu'il y a possibilité en fait de revendre vos actions, de revendre vos titres quand vous en avez besoin. Ce que vous ne pouvez pas avoir aussi facilement dans les autres types d'investissements. Donc il y a aussi un dernier mécanisme qui sont donc les fonds communs de placement qui vous permettent en fait d'avoir des rendements assez intéressants avec des ressources pas trop grandes, mais sécurisées et qui vous permettent en fait de développer votre patrimoine, de réaliser vos rêves, assurer la retraite, votre retraite ou l'avenir de vos enfants. Merci Flavien Aïdini pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes consultant en bourse et conseiller en investissement. On n'oublie pas l'autre titre, journaliste freelance. Tout à fait. Merci d'être passé sur ce plateau du journal de l'économie. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal de l'économie que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi.